Donc, lorsque je parle de ploïdie, il y a deux cas, soit la monoploïdie ou bien la polyploïdie. La monoploïdie, donc, c'est-à-dire qu'il y a un seul exemplaire de chaque chromosome. Et dans la polyploïdie, il y a plus de deux exemplaires de chaque chromosome. Donc, il y a ce qu'on appelle la triploïdie. Comme vous le voyez ici, trois chromosomes, trois exemplaires du chromosome, ou bien trois homologues du chromosome numéro 1, 3 du chromosome 2, 3 du chromosome 3, etc. Le cas de la tétraploïdie, donc c'est-à-dire que vous avez un nombre de chromosomes homologues qui est égal à 4, donc pour chacun des chromosomes. Bien. Donc, je reviens à la monoploïdie où il n'y a qu'un seul exemplaire de chaque chromosome. Donc, comme je vous l'avais dit avant, ça peut être une anomalie. On va voir pourquoi on parle d'anomalie. Ou bien, ça peut être une particularité d'un cycle vital, c'est-à-dire un être vivant qui se présente, chez lequel on a un nombre de chromosomes à l'état monoploïde. Donc, c'est-à-dire un exemplaire de chaque chromosome. Et ce cas de monoploïdie, il est connu surtout chez les insectes. Donc, je vais vous expliquer ça. Il y a un exemple concret, c'est le cas de l'abeille. Donc, vous savez que dans l'abeille, vous avez des abeilles mâles et des abeilles femelles. D'accord? Donc, les abeilles femelles, il s'agit de la reine ou bien des ouvrières. Et l'abeille mâle, c'est ce qu'on appelle le faux-bourdon. Bien. Donc, normalement, un être, il se développe à partir d'un œuf. D'accord? Et un œuf qui est fécondé. Lorsque je dis œuf fécondé, donc c'est-à-dire c'est une union entre un gamète mâle et un gamète femelle. Le gamète provenant de l'abeille femelle uni avec le gamète provenant de l'abeille mâle. Cette union des deux gamètes vont donner ce qu'on appelle un œuf fécondé, et cet œuf fécondé va se développer avec tous les stades, bien sûr, de développement et de croissance pour donner, en fin de compte, une reine ou bien une ouvrière. Donc, toujours une abeille femelle. Donc, ce qui existe, la particularité, si vous voulez, chez les abeilles, c'est que chez le mâle ou bien le faux-bourdon, il est issu d'un œuf non fécondé. Donc, c'est-à-dire c'est un gamète femelle qui n'était pas fécondé par le gamète mâle. Et le développement de cet œuf non fécondé par parthénogenèse va vous donner ce qu'on appelle les abeilles mâles ou bien les faux-bourdons. Donc, en fin de compte, les faux-bourdons, ils représentent cette particularité du cycle vital. C'est-à-dire, chez l'abeille, le faux-bourdon, il est à l'état monoploïde. C'est-à-dire que chaque chromosome, chaque cellule, elle présente des chromosomes en un seul exemplaire. D'accord? Contrairement à l'abeille femelle qui est diploïde. Donc, c'est-à-dire chez laquelle chaque chromosome présente son homologue. D'accord? Donc l'abeille mâle va donner directement, l'abeille mâle, ou bien le faux-bourdon, va donner directement un gamète mâle. Et lorsque ce gamète mâle s'unit avec le gamète femelle, d'accord? Donc, soit il y a fécondation, soit il n'y a pas fécondation. Lorsqu'il y a fécondation, on obtient un œuf fécondé qui va nous donner l'abeille femelle. Et lorsqu'il n'y a pas fécondation, l'œuf, c'est-à-dire le gamète femelle, va se développer pour donner un faux bourdon ou bien ce qu'on appelle un abeille mâle. Voilà. Donc, le faux bourdon, il se développe. Résumé, le faux bourdon se développe à partir d'un gamète femelle sans qu'il y ait fécondation. Donc, c'est ce qu'on appelle la parthénogenèse. Et les abeilles résultant de la fécondation sont des femelles qui sont diploïdes. Voilà. Donc là, vous avez un cas particulier de la monoploïdie qui est liée au cycle vital, donc chez l'abeille. Donc la polyploïdie, donc on a parlé tout à l'heure de la polyploïdie, bien dans la dernière séance, de la polyploïdie, c'est-à-dire que vous avez plusieurs lots de chromosomes homologues qui sont ensemble. D'accord? Donc plus de deux lots, parce que lorsqu'il y a deux lots de chromosomes homologues, donc c'est-à-dire c'est un individu diploïde. Lorsqu'il y a plus de deux lots,
Donc, l'individu, il va devenir, donc il n'est plus diploïde, et il va devenir, donc je vais revenir le schéma ici pour montrer, une fois le nombre de lots de chromosomes, là il y a 2 lots de chromosomes, et là il y a plus de lots de chromosomes. Lorsqu'il s'agit de 3 lots de chromosomes, l'individu il devient triploïde, ou bien lorsqu'il y a 4 lots, il devient tétraploïde. Donc là, on est dans le cas de la polyploïdie. Bien. Donc, cette polyploïdie, elle peut être due à l'union des chromosomes de la même espèce. Les chromosomes de la même espèce, et dans ce cas, on parle d'autopolyploïdie. Ou bien l'union des chromosomes de plusieurs espèces différentes. Donc, plusieurs espèces, et dans ce cas, on parle d'allopolyploïdie. Donc, dans la polyploïdie, il y a soit l'autopolyploïdie, lorsqu'il s'agit d'une seule espèce, donc l'union des chromosomes dans la même espèce, des individus de la même espèce, et lorsqu'il s'agit de plusieurs espèces qui mettent en commun leurs chromosomes, on parle d'allopolyploïdie. Voilà. Donc l'autopolyploïdie, c'est le résultat d'une anomalie, soit au niveau de la mitose, ou bien au niveau de la méiose. Donc si vous voulez, c'est la conséquence d'une anomalie lors de la mitose ou bien lors de la méiose, tout simplement. Donc pour obtenir un individu autopolyploïde, c'est-à-dire qu'il y a eu une anomalie lors de la division cellulaire, soit lors de la division des cellules somatiques, soit au cours de la division ou bien la méiose dans les cellules germinales ou bien les cellules sexuelles. Donc, dans l'anomalie, lorsqu'il s'agit d'une anomalie mitotique, donc lors de la mitose, il y a, vous savez que lors de la mitose, et je vous ai montré le schéma avant, c'est-à-dire une cellule va donner 2 cellules filles qui sont identiques. Donc, s'il y a cette division cellulaire échoue, il n'y a pas de formation de 2 cellules filles à partir de la même cellule, d'accord? Et par conséquent, le matériel génétique qui est déjà dédoublé va rester dans la même cellule. Et comme ça, le nombre de chromosomes dans la cellule va augmenter. Et le nombre ou bien le numéro de ploïdies va augmenter. D'accord? Donc, à quoi est dû ce phénomène-là? Donc, soit il y a une anomalie de la migration au pôle de la cellule, une anomalie de la migration des chromosomes au pôle de la cellule. Donc, vous savez que les chromosomes, lors de la mitose, ils font une ascension polaire. C'est-à-dire, ils sont sur la plaque équatoriale, mais ensuite, ils vont gagner les pôles différents. C'est-à-dire, les chromatides du même chromosome vont se séparer pour gagner les pôles de la cellule et former 2 cellules filles, bien sûr. Donc, les chromosomes, dans ce cas, lorsqu'il y a une anomalie de la migration, c'est-à-dire ils vont rester sur la plaque équatoriale, les chromatides, ils se sont dédoublés, donc c'est-à-dire ils se sont séparés, et par conséquent, la cellule va augmenter son nombre de chromosomes. Il n'y aura pas de formation d'une cellule c'est-à-dire de cellules filles avec le même nombre de chromosomes. Je m'explique, supposez que vous avez une cellule à 4 chromosomes, normalement vous obtenez 2 cellules filles à 4 chromosomes. Mais lorsque cette cellule à 4 chromosomes subit une anomalie de la migration, vous savez que chaque chromosome il va donner 2 chromatides séparées, donc c'est-à-dire que j'obtiens 8 chromatides qui doivent être séparées sur 2 cellules filles. Lorsqu'il y a anomalie, donc il n'y a pas de séparation, c'est-à-dire il n'y a pas de formation des 2 cellules, et par conséquent, la cellule qui est issue de ce phénomène-là va avoir 8 chromosomes. Au lieu d'avoir 4 chromosomes, elle va avoir 8 chromosomes. Donc, il y a une anomalie de migration, ou bien il y a apparition de cellules tétraploïdes, donc un tissu tétraploïde à l'origine d'un individu tétraploïde, et là, ça existe surtout chez les végétaux. Vous avez une cellule, une multiplication végétative, une cellule tétraploïde qui va donner un tissu tétraploïde, donc un individu qui sera tétraploïde. Donc à partir d'une cellule diploïde, vous allez obtenir une cellule tétraploïde. Donc soit j'ai dit l'autopolyploïdie, soit
soit peut-être due soit à une anomalie mitotique ou bien méiotique. C'est-à-dire, lors de la formation des gamètes, il y a une division réductionnelle qui va échouer. D'accord? Donc, une anomalie dans la division réductionnelle. Et par conséquent, vous savez que dans les gamètes, dans le passage d'une cellule normale à un gamète, donc vous passez de 2 N à N chromosomes. Si vous avez, mettons, 4 chromosomes, lorsqu'il y a réduction chromatique, c'est-à-dire que vous allez obtenir une cellule à 2 chromosomes. D'accord? Une réduction du nombre de chromosomes. Si vous avez une cellule à 46 chromosomes, lorsqu'il y a réduction chromatique ou bien méiose, on passe à des gamètes à 23 chromosomes, donc la réduction de moitié. Donc, lorsque il y a une anomalie dans la division réductionnelle, c'est-à-dire le nombre de chromosomes n'est pas réduit. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un gamète, au lieu d'être diploïde, il sera, au lieu d'être, haploïde, il sera diploïde. D'accord? Donc, puisque la division réductionnelle ne s'est pas faite correctement. Donc, ce gamète qui est diploïde va s'unir avec un gamète normal haploïde lors de la fécondation, ou bien lors de l'union des deux gamètes. Et par conséquent, l'union de ce gamète diploïde avec un gamète normal haploïde va donner naissance à un individu triploïde, c'est-à-dire qui présente 3 exemplaires de chaque chromosome. Et là, vous avez une polyploïdie. Et puisqu'il s'agit de la même espèce, vous avez une autotriploïdie. Voilà. Donc, c'est ça, en gros, l'explication, si vous voulez, et les causes, si vous voulez, de cette autopolyploïdie. Donc, les caractéristiques en général des polyploïdes, ce sont souvent des êtres qui sont peu fertiles, ceux avec un génome représenté en nombre impair de fois, c'est-à-dire 3, 5, 7, etc., ils sont encore moins fertiles que les autres. Ils sont généralement, ce manque de fertilité ou bien cette stérilité, il est dû à la répartition déséquilibrée des chromosomes dans les gamètes, parce que vous avez les gamètes qui sont déséquilibrés. Lorsque vous avez une cellule à 46 chromosomes qui subit la méiose et qui vous donne deux gamètes, ou bien des gamètes à 23 chromosomes. Donc, dans chaque cellule humaine, vous allez trouver 23 chromosomes. Donc, on dit que les gamètes, ils sont équilibrés. Mais si je trouve plus de 23 ou bien moins de 23 chromosomes dans le gamète humain, donc ça, je parle de déséquilibre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas autant de chromosomes qu'il faut. Donc, le déséquilibre des processus, il y a un déséquilibre bien sûr des processus physiologiques contrôlés par les gènes dont le nombre multiple a augmenté. Donc c'est ça, c'est pour cela qu'on parle de déséquilibre des chromosomes qui va, bien sûr, cette répartition déséquilibrée des chromosomes qui va causer un déséquilibre des processus physiologiques contrôlés par ces gènes. Voilà. Donc, l'allopolyploïdie, c'est le deuxième type de polyploïdie, si vous vous rappelez. J'ai dit que ça correspond bien sûr à une augmentation du degré de ploïdie, donc c'est une polyploïdie, mais ce sont les génomes d'espèces différentes qui sont mises en commun, donc le génome d'au moins 2 espèces différentes. Donc c'est un croisement, on parle d'un croisement interspécifique, d'accord? Donc le croisement interspécifique, donc c'est-à-dire entre 2 espèces différentes, d'accord? Donc, et ça va augmenter le nombre de ploïdies, bien sûr. Donc je vais bien sûr parler de ce phénomène-là après. Donc, voilà. Donc là, ce sont des données, c'est juste pour vous rappeler un peu. Voilà. Donc là, vous avez un schéma ou bien une présentation sur l'autopolyploïdie et l'allopolyploïdie. Donc, je commence par l'autopolyploïdie. Vous avez un organisme, donc on a mis un cas général, si vous voulez, enfin, un cas simple pour comprendre. Là, lorsque vous
compter le nombre de chromosomes, c'est égal à 1, 2, 3, 4, et chaque chromosome, le chromosome bleu, le grand, il est avec son homologue, et le chromosome 2, le petit, chromosome 2 avec son homologue, le petit chromosome rouge. Donc 2n égale à 4. Je parle de 2n puisqu'il y a une diploïdie. L'organisme, il est diploïde. Chaque chromosome a son homologue. Le nombre de chromosomes total, c'est égal à 4. 2n égale à 4. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, supposez que vous n'avez pas une bonne disjonction, donc une bonne division, c'est-à-dire une non-disjonction lors de la formation des gamètes. Lors de la formation des gamètes, normalement, à partir de cette cellule-là, je dois obtenir 2 cellules filles, 4 cellules filles, 4 normalement, et dans chaque cellule fille, je dois avoir un chromosome bleu ou bien rouge avec un grand chromosome bleu ou bien un grand chromosome rouge avec un petit chromosome bleu ou bien un petit chromosome rouge, normalement. D'accord? Donc, c'est-à-dire à partir de cette cellule diploïde, après une méiose, normalement, je dois obtenir 4 cas. Le grand bleu avec le petit bleu, le grand bleu avec le petit rouge, le grand rouge avec le petit rouge, ou bien le grand rouge avec le petit bleu. Donc, ça sera des cellules haploïdes, et par conséquent, des cellules à n chromosomes, n égale à 2. D'accord? Lorsqu'il y a une anomalie dans la méiose, une non-disjonction, on parle d'une non-disjonction à la méiose, donc ce qui se passe, c'est-à-dire que les chromosomes, ils ne sont pas séparés, il n'y a pas de réduction chromatique. Et par conséquent, je vais obtenir des gamètes qui, au lieu d'être haploïdes, ils sont diploïdes, ils restent diploïdes. L'union de ces gamètes diploïdes, après, bien sûr, fécondation, va vous donner un organisme qui est autopolyploïde. Donc, c'est l'union entre des gamètes de la même espèce, ici, ils sont issus de la même espèce, donc, et j'obtiens un autopolyploïde, et dans ce cas, je n'ai plus de N, un diploïde, mais j'ai un tétraploïde. Donc, je parle de 4N. Donc, au lieu d'avoir 4 chromosomes après fécondation, au lieu d'avoir un zygote avec 4 chromosomes, comme ici, donc je vais avoir un zygote avec 8 chromosomes. Voilà. Donc ça, c'est un organisme qu'on appelle autotétraploïde. Un organisme autotétraploïde. Bien. Donc pour l'alloploïdie, donc ça, c'est le cas, il est différent parce qu'elle fait intervenir deux espèces différentes. Vous avez l'espèce A et vous avez l'espèce B. L'espèce A, elle est bien sûr diploïde. L'espèce B, elle est aussi diploïde. 2N égale à 4. Vous avez 4 chromosomes. Donc, la méiose, elle se fait normalement. Donc, vous voyez ici, la méiose s'est passée normalement. Il y a une réduction du nombre de chromosomes pour chacune des cellules issues d'espèces, des différentes espèces, espèce A, espèce B. Donc, ici, vous avez le gamète. Le gamète, il est haploïde. N égale à 2 chromosomes. 2N, la cellule mère, 2N égale à 4, qui a donné des gamètes à 2N, N égale à 2 chromosomes pour l'espèce A et aussi pour l'espèce B. Donc, lorsqu'il y a fécondation entre des gamètes, union entre les gamètes d'espèces différentes, j'obtiens ce qu'on appelle un hybride interspécifique. Donc, un hybride interspécifique, c'est-à-dire qui a le matériel génétique d'une espèce et le matériel génétique d'une autre espèce. Donc, on parle d'hybride interspécifique. Voilà. Donc, bien sûr, ensuite, on a un dédoublement, bien sûr, donc, des différents chromosomes ici, parce que chaque chromosome ne peut si vous voulez, être homologue
ou bien ne peut s'apparier plutôt qu'avec son homologue. Je ne peux pas avoir un chromosome, un grand chromosome ici rouge, qui va s'apparier, de l'espèce grand B, qui va s'apparier avec le grand chromosome bleu de l'espèce grand A. Donc l'appariement, il se fait entre chromosomes homologues. C'est pour cela que vous voyez ici un dédoublement des chromosomes. Et par conséquent, vous allez passer à une cellule qui a 8 chromosomes. D'accord? Donc, c'est-à-dire cette cellule-là, lorsqu'elle va subir la méiose, elle va donner des gamètes. Elle va subir une méiose normale, elle va donner des gamètes avec un nombre réduit de chromosomes. Donc, c'est-à-dire que chaque gamète, elle aura 4 chromosomes. Donc, dans le cas normal, l'espèce A donne un gamète avec 2 chromosomes, l'espèce B un gamète avec 2 chromosomes. Mais là, cet hybride interspécifique va donner des gamètes diploïdes, donc c'est-à-dire des gamètes avec un nombre de chromosomes qui est égal à 4. Donc là, ce type de gamètes, ce sont des gamètes viables d'un organisme allopolyploïde. Voilà. Donc l'allopolyploïdie joue un rôle très important, et surtout dans l'évolution des plantes. Je vais vous donner un exemple ici pour que vous compreniez ce que je suis en train bien sûr, de vous expliquer. C'est la variation chromosomique concernant les divers blés sauvages et cultivés. Donc vous savez que le blé, il y a plusieurs espèces de blé. D'accord? Et ces espèces-là, ils sont diploïdes. Ici, vous avez des espèces qui sont diploïdes, Eugilops, en grains sauvages, etc., Eugilops de Sears, etc. Donc ça, ce sont des espèces qui sont diploïdes. Ben, ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que on a procédé, bon, ici, ce que vous avez grand A, c'est le génome, si vous voulez. Grand A, il symbolise les 7 chromosomes de Triticum monococcus. D'accord? Et B, il symbolise les 7 chromosomes d'une autre espèce, Eugilops de Sears, etc. Donc ici, vous avez grand A, donc c'est une espèce diploïde. Et là, aussi, les autres espèces, ils sont diploïdes. Donc ici, grand B pour la deuxième espèce, et grand D, donc ici vous avez vous avez aussi des espèces qui sont diploïdes. Donc après domestication du blé, on obtient bien sûr une espèce ici qui est cultivée bien sûr lorsque l'union de cette espèce-là avec une autre espèce différente, donc c'est-à-dire ce sont deux espèces différentes, l'union de ces deux espèces différentes va nous donner une nouvelle espèce. Et cette nouvelle espèce, elle va être tétraploïde. Donc, parce qu'on a fait le croisement entre deux espèces, grand A, ça c'est le génome. Grand A, c'est le nombre de chromosomes total. D'accord? Grand A, puisqu'il est diploïde, l'union va vous donner une espèce tétraploïde. Donc, après domestication de cette espèce tétraploïde, lorsqu'on l'unit avec une autre espèce dont le génome est grand D, j'obtiens une nouvelle espèce. Et cette fois-ci, c'est une espèce qui est hexaploïde. L'espèce tétraploïde ici n'est autre que le blé dur. Vous connaissez le blé dur et le blé tendre. Donc l'espèce tétraploïde ici, c'est le blé dur. Et l'espèce hexaploïde ici, c'est le blé tendre. D'accord? Donc vous voyez l'intérêt de cette polyploïdie. C'est pour cela que j'ai parlé ici du rôle de l'allopolyploïdie dans l'évolution des plantes. Donc c'est-à-dire que vous voyez ici, lorsque j'unis les génomes de deux espèces, j'obtiens une nouvelle espèce, et cette nouvelle espèce va me donner un genre de farine
un genre de blé, pardon, un genre de blé qui est différent des espèces de départ. Et un genre de blé, bien sûr, qui a ses avantages et qui a ses qualités. La même chose ici, l'union de cette espèce tétraploïde avec une espèce diploïde va me donner un autre type de blé, c'est ce qu'on appelle le blé tendre, et ce blé tendre qui est hexaploïde. Donc retenez bien que le blé dur, il est tétraploïde, le blé tendre, il est hexaploïde, et chacune de ces espèces, bien sûr, de blé a ses avant-midi. L'aneuploïdie, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit que l'aneuploïdie, contrairement à la polyploïdie, dans l'aneuploïdie, vous avez une réduction du nombre de chromosomes dans une espèce, réduction de quelques chromosomes, ou bien addition de quelques chromosomes, pas tout le génome, d'accord? Dans la polyploïdie, on a vu qu'il y a tout le génome qui va augmenter, d'accord? Ou bien tout le génome qui va diminuer, pour donner la... Donc ici, pour l'aneuploïdie, il n'y a que quelques chromosomes qui vont, bien sûr, être additionnés ou bien être réduits. Donc, c'est aussi le cas, l'aneuploïdie, il résulte d'anomalies mitotiques ou bien méiotiques. Donc, comme j'ai dit, c'est l'anomalie du nombre d'un ou de quelques chromosomes seulement. Donc, lorsque vous perdez deux chromosomes homologues dans une espèce, vous allez parler d'un phénomène nullisomique. Donc, on dit nullisomique. Donc, la perte des cellules de deux exemplaires du chromosome, c'est-à-dire vous avez perte des deux chromosomes homologues. Lorsque vous perdez un seul exemplaire d'un chromosome et il vous reste un seul exemplaire, vous dites que vous êtes dans le cas d'un monosomique. Lorsque vous gagnez un chromosome, ou bien vous gagnez deux chromosomes, donc vous êtes dans le cas d'un trisomique ou bien d'un tétrasomique. Trisomique, c'est-à-dire vous gagnez un seul chromosome. Tétrasomique, vous gagnez deux chromosomes. Bien. Donc là, pour essayer, c'est un schéma pour essayer de vous expliquer, si vous voulez, comment on arrive à ce type d'anomalie, c'est-à-dire à l'aneuploïdie. J'ai dit tout à l'heure que ça peut être dû à une anomalie dans la première division, la mitose, ou bien lors de la méiose, lors de la réduction du nombre de chromosomes. D'accord? Donc, ici, c'est-à-dire que l'anomalie, dans l'anomalie, il y a non-disjonction, donc non-séparation, bien sûr, des chromosomes ou bien des chromatides, ça dépend de si on parle de la méiose ou bien la division réductionnelle. Donc, dans la division réductionnelle, vous avez séparation des chromosomes homologues, d'accord? Séparation des chromosomes homologues. Par contre, dans le cas de la mitose, vous avez la séparation des chromatides du même chromosome, dans le cas de la mitose, d'accord? Donc, il faut faire la différence, s'il vous plaît. Lorsqu'il y a dans la méiose, vous avez séparation des chromosomes homologues. Donc, vous voyez ici, chaque chromosome, il va dans une cellule. Et dans le cas de la mitose, vous avez séparation des chromatides du même chromosome. Ce sont les chromatides qui vont être séparés. Bien. Donc, je reviens à ce problème d'anomalie du nombre de chromosomes qu'on appelle aneuploïdie. Donc, on a dit que l'anomalie peut toucher, donc elle peut affecter la première division, elle peut dans la première division ou bien en deuxième division. Donc, en première division, donc ici vous avez le cas toujours, vous avez la première division et vous avez la seconde division. Donc, lorsque l'anomalie c'est-à-dire est présente dans la première division, donc il y a une non-disjonction, c'est-à-dire que les chromosomes homologues ne vont pas se séparer et ils restent dans la même cellule. Donc dans l'autre cellule, vous n'avez rien du tout. Là, vous avez le cas où la première division, elle est normale. Donc les chromosomes homologues, ils sont séparés et chacun de ces chromosomes, il va
dans une cellule. Donc ici, la non-disjonction, c'est dans la première division. Donc lorsque la non-disjonction est dans la première division, dans la deuxième division, là on voit la deuxième division, chaque chromatide, elle sera à l'origine d'un chromosome. Donc chaque chromatide ici va donner, cette chromatide là, vous allez la trouver ici, cette chromatide, vous allez la trouver là, donc ça sera bien sûr deux cellules phi qui sont identiques à cette cellule. Et bien sûr, ici, il n'y avait rien. Donc, s'il n'y avait rien, donc on n'obtient rien du tout, bien sûr. Donc, il n'y a pas de cellules, bien sûr, formées. Donc là, les gamètes qui sont obtenus suite à cette méiose, les gamètes, ce sont des gamètes qui sont diploïdes. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir dans chaque gamète un seul chromosome, j'ai les deux chromosomes ici dans le même gamète. Donc, lorsque l'anomalie, elle touche, c'est-à-dire elle est dans la deuxième division. Donc, dans la première division, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a séparation des chromosomes homologues. Et dans chaque cellule, vous avez un seul chromosome avec ces deux chromatides, bien sûr. Lors de la deuxième division, il y a séparation des chromatides du même chromosome. Là, la division, elle se fait normalement. La deuxième division, la mitose, se fait normalement. Mais là, il y a une non-disjonction. D'accord? Donc, c'est-à-dire, ici, il y avait une non-disjonction des chromosomes homologues, et là, il y a une non-disjonction entre les chromatides. Donc, c'est une mitose qui a avorté, et par conséquent, tous les deux chromatides, ils vont se séparer, bien sûr, mais ils ne vont pas migrer dans deux cellules différentes. Donc, vous allez trouver une cellule avec deux chromosomes et l'autre sans chromosome. Donc, les différents gamètes possibles, ils sont là. Vous les avez ici. Parce que ça, c'est la méiose. Donc, c'est-à-dire, c'est pour obtenir les cellules, les gamètes, qui vont s'unir avec des gamètes de l'autre sexe. D'accord? Donc, l'autre sexe, il va me donner, bien sûr, un seul chromosome, un gamète avec un seul chromosome. Là, je suis parti d'un cas simple, c'est-à-dire la cellule normale, elle a deux chromosomes et elle va donner des gamètes à un chromosome. Je ne suis pas parti de 46 chromosomes. Parce que le cas normal, c'est lorsque je pars de 46 chromosomes et j'obtiens des gamètes à 23 chromosomes. Chez l'homme, je parle. Donc là, c'est-à-dire, je vous ai présenté le cas où il y a une anomalie pour un seul chromosome. Dans les 23 chromosomes, supposez que c'est le cas, si vous voulez, du syndrome de Down ou bien le mongolisme. C'est-à-dire, dans le mongolisme, il y a un problème, une anomalie d'un seul chromosome. C'est le chromosome 21, bien sûr. D'accord? Donc, supposez ici qu'on ne parle que d'un seul chromosome qui a subi l'anomalie. Les autres, ils se sont séparés d'une manière normale. Donc, dans le gamète ici, j'aurai bien sûr, dans la cellule, j'aurai bien sûr un chromosome ici qui va représenter, qui sera représenté ici dans cette cellule-là. Donc, l'union de ce gamète avec un autre gamète ici diploïde va vous donner 3 exemplaires de ce chromosome. Ce gamète avec la même chose. Ici, bien sûr, il n'y a rien, donc j'aurai une monosomie. C'est ce gamète-là qui va vous donner. Donc ça, s'il vous plaît, ça, ce sont des écoutes qui sont théoriquement produits. Hein. C'est la théorie, là. Donc, ici aussi, dans ce cas-là, l'union de ce gamète avec ces gamètes-là, qu'est-ce qu'il va donner? Ici, il va me donner un individu normal, donc c'est-à-dire parce que la représente une cellule normale, puisque la représentation ici, vous avez le chromosome et son homologue. Donc, vous obtenez une cellule diploïde. Là, c'est la même chose. Là, bien sûr, l'union, il n'y a rien avec un gamète haploïde, donc vous allez avoir une monoploïdie. Et là, un gamète qui est diploïde avec un gamète haploïde, ça va vous donner une trisomie. Donc, trisomie, c'est-à-dire 3 exemplaires d'un chromosome. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, mettez dans votre tête que on s'intéresse à l'anomalie concernant un seul chromosome, c'est-à-dire un seul chromosome qui a subi une non-disjonction lors de la méiose, c'est-à-dire lors de la formation des gamètes. J'ai pris l'exemple
de la trisomie 21, supposez que le chromosome 21 chez le sujet féminin, donc sous des conditions bien sûr, lors de l'ovogénèse, vous avez bien sûr parfois, sous certaines conditions spéciales bien sûr, vous avez le chromosome 21 les deux chromosomes 21 qui restent attachés et par conséquent, dans l'ovule, vous allez trouver les deux chromosomes, au lieu d'avoir un seul exemplaire du chromosome 21, vous allez avoir deux exemplaires du chromosome 21. Donc, ces deux exemplaires de chromosome 21, lorsqu'ils ce gamète-là avec ces deux exemplaires, lorsqu'il s'unit avec un gamète normal mâle avec un seul chromosome 21. D'accord? Parce que la méiose a été normale et par conséquent, on a obtenu des gamètes avec un seul chromosome 21. On va se trouver avec une cellule et dans laquelle vous aurez le chromosome 21 qui sera représenté 3 fois. C'est pour cela qu'on parle de la trisomie 21. Voilà. Voilà donc, si vous voulez, cette aneuploïdie, les causes de l'aneuploïdie, si vous voulez, bien sûr, ici, chez l'homme. Voilà. Donc, lorsque, là, c'est juste pour vous familiariser avec les noms. Lorsque, par exemple, supposez que dans une espèce, vous avez les cellules, ils présentent 6 chromosomes, 2n égale à 6. Donc, c'est-à-dire, lorsque vous avez un chromosome de moins, vous aurez un monosomique. Lorsque vous aurez 2 chromosomes de moins, donc c'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous vous rappelez, nullisomique, lorsque vous n'avez pas un chromosome représenté. Par exemple, supposez que chez l'homme, on a 2n égale à 46, supposez que le chromosome 1, vous ne trouvez ni le chromosome 1 ni son homologue. Donc, c'est-à-dire, dans la cellule, vous commencez à partir du chromosome 2. Il n'y a pas de chromosome 1. Donc, dans ce cas, c'est-à-dire que vous avez 2 chromosomes de moins. Donc, 2n moins 2 égale à combien? Égale à 46 moins 2 égale à 44. Donc, 2n moins 2 égale à 44. Et vous allez parler d'un individu nullisomique pour le chromosome 1, c'est-à-dire il ne présente pas le chromosome 1. Bon, trisomique, un individu trisomique, c'est un individu qui présente un chromosome, un seul chromosome de plus. La cellule normale avait 6 chromosomes, ici elle devient avec 7 chromosomes, elle a 7 chromosomes, donc elle a un chromosome de plus. Si je prends toujours le cas de l'homme, 2n égale à 46, donc 2n plus 1, ça sera égal à 47. Donc si vous trouvez un individu avec 47 chromosomes, lorsque vous faites le karyotype, on va faire ça dans les travaux pratiques, on va déterminer le karyotype de certains individus. Donc, lorsque vous comptez le nombre de chromosomes et vous trouvez 47 chromosomes chez l'homme, vous allez dire que 2n plus 1 égale à 47, donc c'est un individu qui est trisomique, c'est-à-dire il présente un exemplaire d'un chromosome en plus. Lorsque vous avez 2 chromosomes qui sont en plus, donc on dit qu'on a un tétrasomique, 2 chromosomes en plus. Et lorsque vous avez toujours 2 chromosomes en plus, mais ça concerne 2 chromosomes différents, par exemple, vous avez 3 du chromosome numéro 1 et 3 du chromosome numéro 2, donc dans ce cas, vous parlez de double trisomique. Dans le cas de tétrasomique, c'est-à-dire que vous avez 4 du chromosome 1, ou bien 4 du chromosome 2, vous parlez de tétrasomique. Mais lorsque vous avez 3 du chromosome 1 et 3 du chromosome 2, et les autres chromosomes, ils sont normaux, donc vous parlez